Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer la section 3 du chapitre 6, gestion financière, qui porte sur l'adaptation des ressources aux besoins financiers. Alors, cette partie, aujourd'hui, on va, dans cette séance, traiter l'analyse fonctionnelle du bilan. On va voir tout d'abord quelles sont les règles de l'équilibre financier à partir de l'établissement du bilan fonctionnel. Alors, d'abord, pour établir le bilan fonctionnel, on a besoin du bilan comptable. Qu'est-ce qu'un bilan comptable? Donc, le bilan comptable est un document de synthèse. Il est établi à une date donnée, en général au 31/12 de chaque année. Et bien sûr, il va regrouper dans une partie, la partie gauche, l'ensemble des emplois provisoires, qu'on appelle aussi actifs, et l'ensemble des ressources provisoires dans la partie droite, qu'on appelle capitaux propres et passifs. Par contre, le bilan fonctionnel, il est aussi scindé en deux parties. La partie gauche, qui constitue les emplois. On trouve deux parties dans ce bilan fonctionnel. La partie haute, où on a les emplois stables. La partie basse, où on a les actifs courants. On va voir par la suite la différence entre les deux. Dans la partie droite, on a l'ensemble des ressources constituées par les ressources stables et par les passifs courants. On rappelle que le bilan fonctionnel, il est établi, bien sûr, en valeur brute. Alors, vous avez ici les deux bilans. Donc là, vous avez le bilan comptable. Donc, dans le bilan comptable, on a les actifs. Les actifs sont composés par les actifs non courants, donc les actifs à long terme, dont la durée est supérieure à un an, les actifs courants, dont la durée est inférieure à un an, c'est-à-dire les actifs à court terme, donc ce sont les emplois provisoires. De l'autre côté, donc vous avez les capitaux propres et passifs, vous avez les éléments à long terme constitués par les capitaux propres et les passifs non courants. Et après, vous avez la partie qui est à court terme, donc les passifs courants, constitués essentiellement par les dettes à court terme. Par contre, dans le bilan fonctionnel, on va parler d'emplois. Donc, on a les emplois stables constitués essentiellement par les actifs immobilisés qu'on va calculer en valeur brute, les actifs courants ou circulants, donc qui constituent les actifs liés au cycle d'exploitation. Dans la partie droite, on a les ressources constituées par les ressources stables, c'est-à-dire les moyens de financement à long terme de l'entreprise, donc les financements stables. Et en bas, vous avez les passifs courants ou circulants qui constituent les moyens de financement de notre cycle d'exploitation. Donc, il faut faire attention, dans le bilan fonctionnel, on fait toujours, plutôt on calcule toujours les valeurs en valeur brute. Chaque élément doit être analysé suivant le principe d'appartenance à l'une des trois fonctions. D'ailleurs, d'où la nomination du bilan fonctionnel. Donc, on a l'opération, plutôt la fonction exploitation, la fonction investissement et enfin la fonction financement. Donc, pour le cycle long, c'est-à-dire les investissements et les financements. Donc, d'un côté, on a les investissements ou les emplois stables. De l'autre côté, vous avez les ressources stables qui vont servir à financer ces emplois stables. On a aussi en bas, donc, le cycle à court terme, qui est le cycle d'exploitation, qu'on a déjà vu dans la section précédente. Le cycle d'exploitation qui se traduit par les opérations suivantes. Donc, l'entreprise achète, elle stocke, elle vend par la suite, elle vend bien sûr à crédit, donc ce qui crée des créances à court terme. Et bien sûr, ces créances seront par la suite encaissées, qui vont générer des disponibilités, qui vont bien sûr servir à rembourser les dettes fournisseurs. Donc, règlement des dettes. Donc, il y a des insuffisances au niveau du bilan comptable qu'il faut corriger pour pouvoir faire l'analyse financière. Donc, le bilan comptable, il est trop détaillé. Il ne montre pas clairement les fonctions investissement,
financement et exploitation, car le bilan comptable, bien sûr, se traduit par des éléments à long terme, à court terme, des deux côtés. Et enfin, il n'est pas établi pour des fins d'analyse financière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le bilan comptable pour faire une analyse financière de la situation de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut passer du bilan comptable au bilan fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des retraitements, des reclassements pour pouvoir utiliser le bilan fonctionnel dans l'analyse financière. Donc, pour faire ces reclassements, on va commencer par les actifs non courants du bilan comptable. Donc là, on va passer du bilan comptable vers le bilan fonctionnel. Donc là, comme vous voyez, dans le bilan comptable, les actifs non courants sont composés des actifs immobilisés et des autres actifs non courants. Pour l'actif immobilisé, on a les immobilisations incorporelles, corporelles, à statut juridique particulier, ce sont les immobilisations qu'on a achetées par crédit, bail ou leasing, et les immobilisations financières. Comme vous voyez, donc on a une ligne pour les immobilisations corporelles. Donc là, la valeur qu'on va écrire ici, c'est la valeur d'origine ou la valeur brute qui constitue le coût réel d'acquisition de l'immobilisation, de laquelle on va déduire les amortissements et ou les provisions, donc pour retrouver la valeur nette. Rappelez-vous, lorsqu'on fait le plan d'amortissement des immobilisations, on a une colonne base amortissable ou valeur d'origine, une colonne annuité d'amortissement, une colonne amortissement cumulé et à la fin, on a la valeur comptable nette. Donc pour calculer notre valeur comptable nette, on déduit de la base amortissable ou de la valeur d'origine la somme des amortissements. Donc l'immobilisation incorporelle, par exemple ici, on va mettre la base amortissable ou la valeur d'origine. Ici, on va mettre le cumul d'amortissements et bien sûr, on va déduire de la valeur d'origine les amortissements cumulés pour retrouver notre valeur comptable nette. Donc là, dans le total, on va additionner les valeurs comptables nettes. Donc dans notre bilan comptable, le total est calculé à partir des nets. Par contre, dans le bilan fonctionnel, on ne tient pas compte des valeurs comptables nettes, plutôt de la valeur d'origine ou de la valeur brute. Donc, pour reclasser ces différents éléments, donc on a les immobilisations incorporelles en valeur brute qui vont faire partie des emplois stables, c'est-à-dire des investissements à long terme. De même, pour les immobilisations corporelles, on va retenir la valeur brute qui sera reclassée dans les emplois stables. De la même manière, pour les immobilisations à statut juridique particulier, donc en valeur brute, qui va faire partie des emplois stables. Et enfin, pour les immobilisations financières, on va aussi prendre la valeur brute. Et pour les autres actifs non courants, on va prendre la valeur à l'identique, c'est-à-dire le même montant qui figure dans le bilan comptable va automatiquement figurer dans le bilan fonctionnel. Et enfin, par la suite, on va faire le total des emplois stables. Voilà. Donc, je rappelle que, bien sûr, ici, on a les valeurs comptables nettes. Lorsqu'on a repris ces valeurs dans le bilan fonctionnel en valeur brute, il y aura un déséquilibre entre les emplois et les ressources. Donc, les emplois seront plus élevés que les ressources. Il faudra par la suite faire l'équilibre. C'est pour ça qu'on va additionner les amortissements et les provisions de l'autre côté parmi les ressources, puisque les amortissements et les provisions constituent une source interne pour l'entreprise. Elle fait partie de l'autofinancement et bien sûr, elle sera reclassée parmi les ressources propres. Alors, comme on a établi le reclassement pour les emplois stables, on va passer pour le reclassement des actifs courants. Donc, on va partir du bilan comptable pour établir le bilan fonctionnel. Pour reclasser les actifs courants, on a besoin des éléments d'actifs courants du bilan comptable et on a aussi besoin de la note concernant les liquidités et équivalents de liquidités. Donc, comme d'habitude, pour le stock, on va prendre la valeur brute.
pour les créances clients, on va déjà, d'ailleurs, vous voyez, ici, on l'appelle client et compte rattaché. Dans le bilan fonctionnel, c'est créances clients. Donc, on part de la valeur brute des clients et comptes rattachés, à laquelle on va rajouter les effets à l'escompte qu'on trouve dans la note liquidité et équivalent de liquidité. On va rajouter les effets à l'encaissement. Pourquoi? Parce que vous avez ici liquidité et équivalent de liquidité. C'est quoi un effet à l'escompte? C'est quoi un effet à l'encaissement? Un effet à l'escompte, on l'a déjà vu dans la section précédente, lorsqu'on escompte un effet à la banque pour avoir des liquidités, pour assurer l'activité courante de l'entreprise ou pour financer notre besoin en fonds de roulement. Donc c'est un effet remis à la banque pour être escompté. On n'a pas encore encaissé le montant, la valeur nette de cette escompte, donc de cet effet plutôt, donc ça reste un équivalent de liquidité. Donc dans le bilan comptable, il est considéré comme une liquidité. Par contre, dans le bilan fonctionnel, ça reste toujours une créance tant qu'on ne l'a pas encaissé. C'est pour cette raison qu'on le reclasse parmi les créances clients. De la même manière, pour les effets à l'encaissement, ce sont des effets dont l'échéance est très proche. Donc, l'entreprise remet ses effets à la banque pour les encaisser, mais ils ne sont pas encore encaissés. Donc, ça reste toujours des créances tant que ce ne sont pas des liquidités ou plutôt de l'argent. Donc, ensuite, on a une valeur ici qui est hors bilan. Elle ne se trouve pas dans les notes des liquidités équivalentes de liquidités. Elle ne se trouve pas dans le bilan de l'entreprise. Ce sont les effets escomptés non échus. Comme son nom l'indique, ce sont des effets qu'on a escomptés, donc qu'on a négocié à la banque, qu'on a cédé à la banque, qu'on a encaissé la somme, bien sûr, de ces effets, mais dont l'échéance n'est pas encore arrivée. Donc, pour l'entreprise, elle a eu ses liquidités, mais tant que l'effet n'a pas été encaissé par la banque, par le client de l'entreprise, ça reste une créance envers l'entreprise. Si jamais ce client est insolvable, la banque se retourne contre l'entreprise pour reprendre la somme qu'elle a déjà versée à notre entreprise. Donc, ça reste une créance. Bien sûr, là, c'est une valeur hors bilan. Donc, elle va faire augmenter les emplois. Et bien sûr, il y aura ce déséquilibre entre les emplois et les ressources. On va voir par la suite qu'on va rajouter cette valeur de l'autre côté du bilan dans la rubrique trésorerie du passif, car ça reste bien sûr une avance sur trésorerie pour l'entreprise accordée par la banque. Donc, une fois on a ces éléments, on peut faire la somme et retrouver le montant des créances clients qu'on a dans le bilan fonctionnel. Donc, pour les autres actifs courants et pour les placements et autres actifs financiers, ils seront repris à l'identique. Ensuite, on peut calculer le total des actifs courants hors trésorerie en additionnant stock, créances clients, autres actifs courants, placements et autres actifs financiers. Pour la trésorerie de l'actif, donc là, vous avez les liquidités équivalentes de liquidités. On a retranché l'effet à l'escompte, l'effet à l'encaissement qu'on a rajouté parmi les créances clients. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est le compte banque BIAT, par exemple, solde débiteur, j'insiste sur solde débiteur puisqu'on est dans l'actif du bilan, et bien sûr le compte caisse. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le montant des liquidités équivalent de liquidités qui se trouve dans le bilan comptable, duquel on a retranché l'effet à l'escompte et l'effet à l'encaissement. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a reclassé les effets à l'escompte des liquidités vers les créances clients, les effets à l'encaissement des liquidités vers les créances clients. Après, bien sûr, on va faire total des actifs courants hors trésorerie plus la trésorerie de l'actif et on trouve bien sûr notre total des actifs
courant. Donc, pour les ressources, donc on passe au côté droit, bien sûr, du bilan fonctionnel. Donc, on part du bilan comptable, on va prendre la rubrique capitaux propres du bilan comptable. Alors, pour nous, ce qui compte, c'est le total des capitaux propres avant affectation, donc du résultat de l'exercice, c'est-à-dire avant la répartition du résultat. Donc, il va faire partie des ressources propres. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, on a rajouté du côté de l'actif les amortissements et les provisions en prenant les valeurs en valeur brute et non pas en valeur nette. Et on a dit qu'on va les rajouter de l'autre côté parmi les ressources propres puisqu'il s'agit d'une source interne, puisqu'il s'agit d'un autofinancement. Donc, on part du bilan comptable. Donc, on a ici les amortissements et les provisions, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'additionner ces amortissements, donc amortissement des immobilisations incorporelles, amortissement et provisions des immobilisations corporelles, plus les amortissements des immobilisations à statut juridique particulier, plus la provision des immobilisations financières. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, les provisions des stocks et les provisions des créances clients ou des clients et comptes rattachés qu'il faut aussi rajouter puisqu'on a pris ces valeurs en valeur brute. Donc, on va obtenir le total des amortissements de l'actif qu'on va rajouter parmi les ressources propres. Et faites attention, il y a une provision qui se trouve dans le passif, dans la rubrique passif non courant. Donc, c'est la provision pour risques et charges qui est aussi une source pour l'entreprise qu'il faudra par la suite rajouter parmi les ressources propres. Donc, finalement, les ressources stables sont constituées par le total des capitaux propres avant affectation, plus le total des amortissements et provisions qui se trouvent dans le bilan comptable, que ce soit dans l'actif ou dans le passif. Passons maintenant aux dettes financières. Donc, on va partir du passif non courant, constitué dans le bilan comptable par les emprunts à long terme. Les emprunts auprès des établissements de leasing, ce sont les crédits, les emprunts crédit-bail qui sont obtenus pour acheter une immobilisation ou pour acquérir une immobilisation par crédit-bail. Les autres passifs financiers, ce sont les autres dettes à long terme et bien sûr la provision qui est déjà partie parmi les ressources propres. Donc, de ces éléments, pour calculer les dettes financières, on part de l'emprunt, on rajoute les emprunts auprès des établissements financiers et là, on a une note, bien sûr, et les autres passifs financiers non courants. Et là, on a une note qui s'intitule « Concours bancaire et autres passifs financiers ». Cette rubrique se trouve dans le bas du bilan parmi les passifs courants. Donc, c'est la dernière rubrique des passifs courants. Dans cette rubrique, on a les emprunts à court terme et bien sûr, si vous voulez, la trésorerie passive de l'entreprise, les concours bancaires, les banques soldes créditeurs, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un compte qui s'intitule « Échéance à moins d'un an sur emprunt non courant ». Comme son nom l'indique, on a échéance à moins d'un an. Je rappelle que le bilan comptable, il est établi en long terme et en court terme. C'est-à-dire, c'est une partie de l'emprunt, l'amortissement de l'emprunt, qui sera remboursé au cours de l'année suivante. Il faut rappeler que le bilan comptable, il est établi au 31/12. Donc, cet amortissement sera payé au cours de l'année suivante, c'est-à-dire pour une durée inférieure à un an. Donc, il faisait partie de cet emprunt qui est non courant, mais puisque son échéance est devenue à court terme, il a été reclassé comptablement parmi les passifs courants dans la rubrique concours bancaires et autres passifs financiers. Et là, dans le bilan fonctionnel, on ne raisonne plus en court terme et long terme, mais plutôt en origine. Donc, l'origine de cet amortissement,
c'est l'emprunt. Donc, c'est un financement stable, si vous voulez, c'est un financement à long terme. Donc là, on va reclasser cette échéance à moins d'1 an parmi l'emprunt c'est un emprunt stable. Donc, on va la rajouter parmi les dettes financières dans la rubrique dettes financières, dans les ressources stables. Donc, finalement, pour calculer les ressources propres, on fait total des capitaux propres avant affectation, plus les amortissements et provisions. On trouve les ressources propres. Après, on a les dettes financières constituées par les emprunts, les autres passifs financiers et l'échéance à moins d'1 an qu'on a reclassé parmi les dettes financières. Donc, on trouve les dettes financières, ce qui va nous donner le total des ressources stables. Donc, finalement, là, on va passer au passif courant. Donc, le bas du bilan fonctionnel, la partie ressources. Donc, de la même manière, on va partir du bilan comptable, on va partir de la note concours bancaire et autres passifs financiers, de l'extrait du bilan comptable concernant les passifs courants et de ce renseignement complémentaire, cette valeur hors bilan qui concerne les effets escomptés non échus. Donc, pour les passifs courants, on a les dettes fournisseurs, donc ce sont les fournisseurs et comptes rattachés à l'identique, donc rien ne change, juste le nom. Après, on a les autres passifs courants, ils sont repris aussi à l'identique. Concernant cette rubrique, concours bancaire et autres passifs financiers, cette rubrique sera scindée, sera divisée en deux. Une partie concours bancaire qui va faire partie de la trésorerie du passif et la partie autres passifs financiers sera classée parmi les passifs courants hors trésorerie. Alors, bien sûr, cette rubrique concours bancaire et autres passifs financiers est composée par ces comptes. Donc, comment on va répartir ces comptes parmi ces deux nouvelles rubriques? Donc, rappelons que, bien sûr, l'échéance à moins d'1 an sur emprunt non courant a déjà été reclassée parmi les dettes financières. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? L'emprunt courant lié au cycle d'exploitation, les intérêts courus, la banque solde créditeur, donc c'est, si vous voulez, une dette de l'entreprise envers la banque. Et enfin, les concours bancaires, ce sont les autorisations accordées par la banque pour une période à court terme pour avoir un compte débiteur pendant, bien sûr, une période courte. Donc, je vais commencer d'abord par la trésorerie du passif. C'est plus facile, vous allez voir. Donc, parmi ces comptes, on a le compte banque solde créditeur, donc qui va faire partie de la trésorerie du passif. On a aussi les concours bancaires, ce sont des trésoreries passives. Et je rappelle qu'on a les effets escomptés non échus qui ont été ajoutés tout à l'heure parmi les créances clients, donc les effets escomptés non échus. Et comme on l'a déjà dit, l'escompte des effets de commerce, l'entreprise a transformé ses créances en liquidité. Oui, c'est vrai, il s'agit d'un moyen de financement à court terme pour notre besoin en fin de roulement. Bien sûr, on l'a rajouté parmi les créances clients et on va le mettre parmi la trésorerie du passif en attendant son échéance si jamais notre client devient insolvable. Donc la banque va reprendre le montant qu'elle nous a déjà versé. Donc, elle va faire partie de la trésorerie passive. En même temps, on aura l'équilibre entre les emplois et les ressources puisqu'on l'a déjà rajouté parmi les créances clients. Donc là, on l'a rajouté dans la trésorerie du passif. Donc, ce qui reste, bien sûr, dans cette note, on a l'emprunt. Donc, on va le mettre parmi les autres passifs financiers courants, là. Et bien sûr, les intérêts courus qui va faire partie des autres passifs financiers courants. Donc finalement, cette rubrique concours bancaire et autres passifs financiers a été répartie entre deux nouvelles rubriques, les autres passifs financiers courants
et la trésorerie du passif. Donc, on a fini notre passif courant. Donc, on peut aussi, je rappelle, calculer les autres passifs financiers par déduction, c'est-à-dire partir de la valeur qui existe déjà dans notre bilan comptable et on va déduire l'échéance à moins d'un an qui a été reclassée parmi les dettes financières, déduire les concours bancaires qui sera reclassé dans la trésorerie du passif et les banques soldes créditeurs qui fera partie de la trésorerie du passif. On aura le même résultat. À votre aise, vous utilisez la méthode qui vous semble la plus simple. Donc, conseil, pour pouvoir établir et faire les reclassements, il faut procéder méthodiquement en indiquant clairement les reclassements et le retraitement effectués. Et bien sûr, il faut toujours vérifier l'égalité entre les emplois et les ressources, bien sûr, principe de la partie double. Donc, la présentation du bilan fonctionnel sera donc, du bilan fonctionnel plutôt simplifié, sera donc comme suit. Donc, l'autre, c'est un bilan fonctionnel détaillé. Là, on va faire un bilan fonctionnel condensé, un bilan fonctionnel en grande masse. Donc, il y aura les emplois stables, les actifs courants hors trésorerie, la trésorerie de l'actif et de l'autre côté, vous aurez les ressources stables, les passifs courants hors trésorerie et la trésorerie du passif. Donc, à partir du bilan fonctionnel détaillé, on va reprendre le total des emplois stables ici. Pour l'actif courant hors trésorerie et la trésorerie de l'actif, on va reprendre ces valeurs des actifs courants. Donc là, on a total des actifs courants hors trésorerie. On le reprend là en vert, donc ça sera pour la même couleur. Pour la trésorerie de l'actif aussi, on va mettre la valeur ici. Après, on aura le total des emplois. Et de l'autre côté, on reprend le total des ressources stables, qui sont les ressources propres plus les dettes financières, qu'on va reprendre ici. Et du passif courant, on reprend les passifs courants hors trésorerie ici et la trésorerie du passif ici. Et bien sûr, le total des ressources est toujours égal au total des emplois. Donc, pour essayer de mieux comprendre ces reclassements, on va établir, ou plutôt on va essayer de faire une activité. Donc l'entreprise Panda est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication des produits sanitaires. Pour l'éclairer sur la situation financière de son entreprise, son directeur financier demande votre aide afin d'établir son bilan fonctionnel et de juger sa situation financière. Pour l'analyse du bilan fonctionnel, on vous communique le bilan comptable au 31/12/2019 et 2018 et les notes afférentes. Donc, premièrement, on va essayer d'établir le bilan fonctionnel au 31/12/2019. Donc, là, vous avez le bilan comptable avec, bien sûr, les différents éléments et bien sûr, pour les 2 années 2019 et 2018. Donc, vous avez le bilan comptable jusqu'à le total des actifs en bas et de l'autre côté, vous avez le total des capitaux propres et passifs. Vous avez les notes dont on a besoin pour faire les reclassements et la valeur hors bilan qui concerne les effets escomptés non échus qui sera de 10 000 pour l'année 2019 et 0 pour l'année 2018. Donc, on va commencer méthodiquement par le reclassement des actifs non courants parmi les emplois stables. Donc, on va reprendre les valeurs brutes des différentes immobilisations et les classer parmi les emplois stables. Donc là, on aura 92 000, 400 000 pour les immobilisations corporelles, la valeur brute des immobilisations à statut juridique particulier, 45 000, et enfin, les immobilisations financières, 36 000, et pour les actifs non courants, on a dit qu'on va les reprendre à l'identique, donc, puisque c'est 0, donc ça n'aura aucun effet. Après, on calcule le total des emplois stables, on a 573 000 dinars. On passe maintenant au reclassement des actifs courants. Donc, de la même manière, on va prendre les valeurs
brute, donc 215 000 sera mise dans la rubrique stock. Alors, pour les créances clients, je rappelle qu'on part des clients et comptes rattachés en valeur brute à laquelle on va rajouter, à partir de la note liquidité équivalent de liquidité, les effets à l'encaissement et les effets à l'escompte. Donc, plus 8 000, plus 23 000. Et il ne faut pas oublier les effets escomptés non échus, cette valeur hors bilan qui va faire partie aussi des créances clients, plus 10 000, ce qui va donner un total de 91 300 dinars. Donc, on fait le calcul et bien sûr, on la met devant la rubrique créances clients. Pour les autres actifs courants et les placements et autres actifs financiers, donc les valeurs seront à l'identique, donc 42 000, 39 800. Après, on calcule le total des actifs courants hors trésorerie. On aura une valeur de 388 100 dinars. Concernant la trésorerie de l'actif, comme tout à l'heure, on va partir des liquidités et équivalents de liquidités du montant qui existe dans le bilan comptable, c'est-à-dire 204 000. On a besoin aussi de la note concernant les liquidités et équivalents de liquidités. De cette note, on va prendre les effets à l'encaissement, donc qui constituent dans le bilan fonctionnel une créance, donc qu'on va retrancher du montant 204 000, donc moins 8 000. On va prendre les effets à l'escompte qu'on va aussi retrancher puisqu'ils ont été reclassés parmi les créances clients. Et bien sûr, faites attention, ne jamais retrancher les effets escomptés non échus, car ces effets ne figurent pas dans la note liquidité équivalent de liquidité, c'est-à-dire que leur montant n'est pas compris dans ce montant, c'est-à-dire dans 204 000 dinars. Donc finalement, on va faire 204 000 dinars, moins 8 000, moins 23 000, ce qui va nous faire un total de 173 000 dinars. Donc cette valeur va être mise dans la note, ou plutôt dans la rubrique trésorerie de l'actif. Après, on va faire le total des actifs courants en additionnant le total des actifs courants hors trésorerie plus la trésorerie de l'actif. Donc on aura un total de 561 100. Donc finalement, si on veut récapituler, on va avoir les emplois stables pour un montant de 573 000, les actifs courants 561 100. Donc le total des emplois, c'est le total des emplois stables plus le total des actifs courants, donc ce qui va faire un total d'1 134 100 dinars. On va passer maintenant à la partie ressources. Donc, on va commencer par les ressources stables. Donc, là, on va partir des capitaux propres avant affectation du bilan comptable, donc 732 000, à laquelle on va, je vous rappelle qu'on va additionner, bien sûr, les amortissements et les provisions qui se trouvent dans les actifs non courants d'abord, c'est-à-dire on aura 28 000 plus 170 000 plus 15 000, l'amortissement des immobilisations à statut juridique particulier, plus la provision pour les immobilisations financières. Là, c'est la partie des actifs non courants. Il ne faut pas aussi oublier les provisions pour les stocks, donc plus 9 000, et les provisions pour dépréciation des comptes clients, c'est-à-dire 3 000 dinars. Donc on aura un total des amortissements et des provisions de l'actif de 227 000 qui sera reclassé parmi les ressources propres. Je vous rappelle qu'il y a aussi une provision dans le passif d'un montant de 36 000 dinars, donc, qui fera partie aussi des ressources propres. Donc, à la fin, pour avoir le total des ressources propres, on va faire la somme de 732 000 dinars
plus 227 000 dinars, plus 36 000 dinars, ce qui va nous faire un total de 995 000 dinars. Pour les dettes financières, on a besoin de l'extrait du passif non courant et bien sûr de notre note concours bancaire et autres passifs financiers. Donc, je rappelle que pour les dettes financières, donc, on va additionner le montant des emprunts, les emprunts auprès des établissements de leasing, donc pour 54 000 dinars, plus les autres passifs financiers, là on n'a pas, donc c'est 0. Et à partir de cette note, bien sûr, on va prendre le compte échéance à moins d'1 an sur emprunt non courant, car cette échéance, elle fait partie, l'origine est un emprunt à long terme, donc on doit la reclasser parmi les ressources stables et plus exactement dans les dettes financières. Donc là, on aura un total de 61 500 dinars qui va faire la valeur de notre dette financière. Donc finalement, pour calculer le total des ressources stables, il suffit d'additionner le total des ressources propres plus les dettes financières. Donc on aura un total d'1 056 500 dinars. On passe maintenant au passif courant. Donc là, on a besoin d'un extrait du passif courant du bilan comptable et bien sûr de notre note échéance, concours bancaire et autres passifs financiers. Donc pour les dettes fournisseurs, donc rappelez-vous, c'est la même chose que les fournisseurs et contrats attachés, c'est-à-dire à l'identique, la même valeur, 35 000 dinars. Pour les autres passifs courants, de la même manière, c'est le même montant, donc 24 000 dinars qu'on va reprendre dans notre bilan fonctionnel. Et bien sûr, pour cette rubrique concours bancaire et autres passifs financiers, on a besoin de cette note, bien sûr, pour pouvoir établir la valeur des autres passifs financiers et celle de la trésorerie du passif. Donc, concernant l'échéance à moins d'1 an, ça a été déjà reclassé parmi les dettes financières. Là, on a concours bancaire. On sait très bien que les concours bancaires et les banques soldes créditeurs feront partie de la trésorerie du passif. Donc, finalement, on va partir de ce total, plutôt celui-là, total des concours bancaires et autres passifs financiers. On va retrancher l'échéance à moins d'1 an qui a été reclassée, les concours bancaires et les banques soldes créditeurs qui seront en bas parmi la trésorerie du passif. Donc finalement, on part de la valeur des concours bancaires, ça c'est la deuxième méthode, donc 16 100. On retranche l'échéance à moins d'1 an qui a été reclassée dans les dettes financières. On va retrancher les concours bancaires qui vont faire partie de la trésorerie du passif, la valeur de la banque solde créditeur qui va faire partie aussi de la trésorerie du passif. Donc, on va trouver un montant de 1400 dinars. Donc, cette valeur va faire partie plutôt de la rubrique autres passifs financiers. On aurait pu faire autrement. Donc, on aurait pu, par exemple, éliminer, on va procéder par élimination, éliminer ce montant, échéance à moins d'1 an sur emprunt non courant, éliminer le montant des concours bancaires, des banques soldes créditeurs. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'emprunt courant et les intérêts courus. On aurait pu faire leur somme et bien sûr, ça va nous donner 1400 plus 0, donc ça sera 1400. Donc, vous utilisez la méthode qui vous semble la plus facile. Donc finalement, pour calculer le total des passifs courants hors trésorerie, il suffit de faire la somme 35 000 plus 24 000 plus 1400, ce qui va donner un total de 60 400 dinars. Pour la trésorerie du passif, donc on part de la note concours bancaire et autres passifs financiers. Donc on prend la valeur des concours bancaires, 3 000, plus la valeur du compte banque solde créditeur, 4 200 dinars. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les effets escomptés non échus, comme on a dit tout à l'heure. On l'a ajouté dans les créances clients et on a dit que, comme s'il s'agit bien sûr d'une
avance sur trésorerie, donc ce qui va faire un total de 17 200 dinars qui sera reclassé dans la trésorerie du passif. Donc finalement, pour calculer le total des passifs courants, on fait total passif courant hors trésorerie, 60 400, plus trésorerie du passif, 17 200, ce qui va faire un total des passifs courants de 77 600 dinars. Donc, une fois on a terminé la partie droite des ressources, donc on peut établir notre bilan fonctionnel détaillé. On a la partie des emplois qu'on a déjà calculée et bien sûr la partie des ressources qu'on a déjà calculée. Et enfin, vous remarquez que le total des emplois est égal au total des ressources, donc on a respecté le principe de la partie double. À partir de ce bilan détaillé, on va essayer, bien sûr ça c'est le bilan de l'année 2018 qu'on a déjà préparé, donc on va essayer d'établir notre bilan fonctionnel en grande masse, condensé, simplifié, donc il a plusieurs nominations. Donc en fin de compte, on a notre bilan détaillé. De ce bilan détaillé, on va prendre le total des ressources stables, donc on va la réécrire ici. Le total des actifs courants hors trésorerie, 388 100, on va l'écrire ici. Et on a notre trésorerie de l'actif, 173 100. Vous pouvez faire le total ou bien sûr, recopier le total des emplois, c'est-à-dire 1 134 000 dinars. De la même manière, pour les ressources, on part du total des ressources stables, 1 056 500 dinars, du total des passifs courants hors trésorerie, 60 400, total, bien sûr, ou plutôt trésorerie du passif, 17 200. Le total, bien sûr, ça sera 1 134 100 dinars. Voilà, donc une fois on a reclassé les différents éléments, on peut établir notre bilan fonctionnel qui va servir par la suite à l'analyse de la situation financière de l'entreprise. Donc si on veut récapituler, pour faire le reclassement et partir du bilan comptable vers le bilan fonctionnel, tout d'abord, il faut reprendre les valeurs en brut, si vous voulez, en valeur d'origine, au coût réel d'acquisition, c'est-à-dire les valeurs qui se trouvent en haut, avant d'enlever les amortissements et les provisions. Là, on va parler d'actifs non courants, actifs courants, capitaux propres et passifs non courants et passifs courants. De l'autre côté, on va parler d'emplois stables, de ressources stables, investissements, financement, et on a actifs courants ou circulants, passifs courants ou circulants, c'est-à-dire cycle d'exploitation. Il y a des reclassements qu'on a effectués dans le même côté, c'est-à-dire on a fait moins plus du même côté, c'est-à-dire que le total n'a pas changé. Donc ce sont les effets à l'encaissement et les effets à l'escompte qui ont été reclassés des liquidités vers les créances clients. On a aussi des reclassements de l'autre côté. Rappelez-vous, échéance à moins d'1 an, qu'on a reclassé des passifs courants vers les dettes financières, c'est-à-dire vers les ressources stables. Et bien sûr, les amortissements et provisions, puisqu'on a ici établi les valeurs en brut, donc ont été rajoutés net plus amortissement, ça donne la valeur brute, donc ont été rajoutés aux actifs non courants pour avoir les emplois stables. Et par la suite, rajouter dans les ressources stables, plus exactement dans la rubrique ressources propres, car on a considéré que les amortissements sont des sources d'autofinancement. Aussi, on a les effets escomptés non échus qui sont des valeurs hors bilan, c'est-à-dire on a rajouté les effets escomptés non échus parmi les créances clients et bien sûr on les a rajoutés de l'autre côté parmi les passifs courants et plus exactement dans la trésorerie passive. Donc voilà, grosso modo, quels sont les retraitements à faire pour passer d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel. Donc une fois notre bilan
fonctionnel établi, on peut passer à l'analyse de l'équilibre financier. Bien sûr, notre bilan va servir à analyser la situation financière de l'entreprise. Le premier élément d'analyse, c'est l'équilibre financier. On va voir par la suite, dans une autre partie, dans une autre séance, comment on peut analyser la situation financière à partir des ratios. Donc, l'analyse de l'équilibre financier, donc on part de notre bilan fonctionnel en grande masse et à partir de ce bilan, on va essayer d'analyser la situation, l'équilibre financier de l'entreprise. Donc, le bilan fonctionnel fait apparaître plusieurs cycles permettant de comparer les différents éléments financiers. Donc, vous avez le cycle durable, donc les ressources stables et les emplois stables, que l'on compare, où l'on compare les investissements durables au financement stable. Et on a le cycle d'exploitation, c'est le cycle, le bas du bilan, donc là, qui, bien sûr, c'est l'activité courante de l'entreprise. Donc, on achète, on stocke, bien sûr, on a des créances, on a des dettes, donc on va essayer de gérer notre activité courante. Et enfin, bien sûr, on a un cycle de trésorerie, donc qui constitue la trésorerie de l'actif et la trésorerie du passif. Donc, ces éléments vont nous permettre de faire quoi? On va essayer d'analyser l'équilibre financier de l'entreprise. Donc, la base de l'équilibre financier de l'entreprise se fait, bien sûr, à partir de 3 indicateurs. Le premier indicateur, qu'on appelle le fonds de roulement, donc qu'on note par FDR. Le deuxième indicateur, c'est le besoin en fonds de roulement, qu'on note par BFR. Et enfin, on a la trésorerie nette qu'on note par TN. Donc, on va essayer d'analyser l'équilibre par, bien sûr, à partir de ces trois grandeurs, si vous voulez. Donc, il y a un principe fondamental dans l'équilibre financier, bien sûr, c'est l'équilibre financier minimum. Donc, le minimum, l'entreprise doit avoir des ressources stables suffisantes pour financer ses emplois stables, c'est-à-dire que les emplois stables doivent être financés en intégralité, en totalité, par des ressources stables. Donc, on va commencer par étudier le fonds de roulement. Donc, c'est quoi le fonds de roulement? Donc, c'est l'excédent, c'est-à-dire le reste des ressources stables, après avoir financé les emplois stables. Donc, je vais essayer de vous présenter un schéma. Donc, là, on a les ressources stables et là, on a les emplois stables. Donc, ces ressources stables vont financer les emplois stables. Il reste une partie, donc c'est l'excédent qu'on appelle fonds de roulement. Donc, ressources stables moins emplois stables. Donc, c'est ça, c'est l'excédent des ressources stables après avoir financé la totalité des emplois stables. Donc, vous avez la formule, fonds de roulement égale ressources stables moins emplois stables. Passons maintenant donc, aux commentaires. Si, par exemple, le fonds de roulement est positif, dans ce cas-là, on va dire que les ressources stables financent la totalité, l'intégralité des emplois stables. Là, l'entreprise dégage une marge de sécurité et, bien sûr, on a assuré l'équilibre financier minimum. Donc, la première condition de l'équilibre financier, c'est d'avoir un fonds de roulement positif. Si, par contre, le fonds de roulement est négatif, dans ce cas-là, les ressources stables n'arrivent pas à financer la totalité des emplois stables, c'est-à-dire qu'une partie des emplois stables a été financée par des ressources à court terme. Ça, c'est une situation dangereuse à long terme, puisque normalement, lorsqu'on investit, normalement, la rentabilité de l'investissement sert à rembourser les ressources stables. Puisqu'on a obtenu une ressource à court terme, l'échéance arrive et bien sûr, on n'a pas encore encaissé la rentabilité de l'investissement. Donc, l'entreprise sera obligée de se réendetter pour financer, ou plutôt pour rembourser un emprunt. Donc, il y aura un surendettement. Donc, là, bien sûr, on va parler de déséquilibre financier.
Donc, le déséquilibre financier est lorsque le fonds de roulement est négatif. On va passer maintenant aux besoins en fonds de roulement. Donc, on a déjà étudié dans la section précédente le besoin en fonds de roulement normatif, c'est-à-dire en jours de chiffre d'affaires hors taxe. Là, on va parler du besoin en fonds de roulement stable, permanent, qui existe dans l'entreprise tout au long de son activité. Donc, le besoin en fonds de roulement représente le besoin de financement de son cycle d'exploitation. Pourquoi on a un besoin? On a déjà vu que c'est suite au décalage entre les décaissements et les encaissements. L'entreprise achète, stocke, produit, vend, et lorsqu'elle vend à crédit. Donc les encaissements seront un peu plus loin, alors que le fournisseur, la dette fournisseur, l'échéance est arrivée. Donc il y a un décalage entre les encaissements et les décaissements, ce qui crée notre besoin en fonds de roulement. Donc, si vous voulez, une représentation schématique. Donc là, on a les actifs courants hors trésorerie. Là, on a les passifs courants hors trésorerie. Donc, trésorerie, elle est, bien sûr, elle n'est pas comptée dans le calcul du besoin en fonds de roulement. Donc, là, on remarque que les dettes courantes n'arrivent pas à financer la totalité des actifs courants. Les dettes, ce sont les ressources. Là, on a les emplois. Donc là, on a un besoin en fonds de roulement, bien sûr, qui est la partie de l'actif qui n'a pas été financée par des dettes à court terme. Donc, la formule sera donc actifs courants hors trésorerie moins les passifs courants hors trésorerie. Donc, c'est la partie de l'actif courant qui n'a pas été financée par des dettes courantes, bien sûr, hors concours bancaire, hors trésorerie du passif, si vous voulez. On va passer maintenant à la trésorerie nette. Alors, c'est quoi la trésorerie nette? C'est le produit de l'ajustement entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Je rappelle que le fonds de roulement, c'est ce qui reste des ressources stables après avoir financé les emplois stables. Cet excédent de ressources stables va servir à quoi? Il va servir à financer notre besoin en fonds de roulement permanent. Donc, ces ressources stables vont financer un emploi, bien sûr, permanent, donc, pour financer le besoin en fonds de roulement. Donc, on peut calculer notre trésorerie nette en déduisant du fonds de roulement le besoin en fonds de roulement, ou bien on peut utiliser une autre formule en déduisant de la trésorerie de l'actif notre trésorerie du passif. Et c'est tout à fait normal, puisque si le fonds de roulement ne suffit pas si le fonds de roulement suffit pour financer le besoin en fonds de roulement, le reste sera affecté à la trésorerie, d'où une trésorerie nette positive. Donc on aura une trésorerie de l'actif supérieure aux trésoreries du passif. Par contre, si le fonds de roulement ne suffit pas pour financer notre besoin en fonds de roulement, l'entreprise aura besoin de recourir à un découvert bancaire, à un concours bancaire. Donc dans ce cas-là, la trésorerie du passif sera supérieure à la trésorerie de l'actif, d'où une trésorerie nette négative. Donc, si par exemple on a une trésorerie de l'actif supérieure à la trésorerie du passif, on aura une trésorerie nette, bien sûr, positive. Donc, c'est le reste de la trésorerie de l'actif. Si par contre la trésorerie de l'actif est inférieure à la trésorerie du passif, donc dans ce cas-là, trésorerie de l'actif moins trésorerie du passif, on aura une trésorerie nette négative, donc passive si vous voulez. Rappelons la règle de l'équilibre financier. Donc il existe une relation entre les trois indicateurs qu'on appelle équation de l'équilibre financier. Donc le fonds de roulement est égal au besoin en fonds de roulement plus trésorerie nette. Donc on a vu tout à l'heure que la trésorerie nette est égale fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Donc mathématiquement, le fonds de roulement sera égal au besoin en fonds de roulement plus la trésorerie nette. Donc si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, si le fonds de roulement est supérieur au besoin en fonds de roulement, on aura un excédent des ressources sur
les besoins. Dans ce cas-là, la trésorerie nette sera positive. Donc là, on a réalisé notre équilibre financier global. Donc je rappelle, il y a 2 conditions dans l'équilibre financier. Donc la première, c'est l'équilibre financier minimum en ayant un fonds de roulement positif. La deuxième condition de l'équilibre financier, c'est d'avoir une trésorerie nette positive. Donc on a réalisé notre équilibre financier global. Par contre, si le fonds de roulement est inférieur aux besoins en fonds de roulement, il y aura une insuffisance des ressources par rapport aux besoins et dans ce cas-là, on aura une trésorerie nette négative. Attention, on ne parle pas de déséquilibre financier, là on dit que l'équilibre financier global n'est pas respecté. On peut trouver des solutions pour améliorer cette situation. On ne parle de déséquilibre financier que si notre fonds de roulement est négatif. Donc, on va récapituler. Donc, pour calculer notre fonds de roulement, donc, il suffit d'avoir ressources stables moins emploi stable. Pour calculer notre besoin en fonds de roulement, on aura actif courant hors trésorerie moins passif courant hors trésorerie. Et pour calculer notre trésorerie nette, on aura trésorerie de l'actif moins trésorerie du passif, ou bien on peut faire fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Alors, si par exemple on a une trésorerie nette négative, on peut chercher des solutions. Donc, je rappelle que la trésorerie nette, c'est le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire, si je veux augmenter, améliorer ma trésorerie nette, il suffit soit d'augmenter mon fonds de roulement, soit, ou bien sûr, et ou, on peut faire les deux en même temps, diminuer mon besoin en fonds de roulement. Donc, je rappelle que le fonds de roulement, c'est les ressources stables moins les emplois stables. Donc, si je veux augmenter mon fonds de roulement, soit j'augmente mes ressources stables et ou je diminue mes emplois stables. Donc, soit je peux augmenter les ressources stables. Comment on augmente les ressources stables? Je rappelle que les ressources stables sont composées par les capitaux propres et les dettes financières, les ressources propres et les dettes financières. Là, donc, on peut recourir à une augmentation du capital ou bien sûr, recourir à une nouvelle dette à long terme. Soit je peux diminuer mes emplois stables. Je rappelle que les emplois stables sont constitués essentiellement des immobilisations. Donc, je peux céder une ancienne immobilisation et avoir des ressources supplémentaires. Je peux aussi jouer sur le besoin en fonds de roulement en le diminuant. Donc, je rappelle que le besoin en fonds de roulement est égal à l'actif courant hors trésorerie composé par les stocks et les créances clients essentiellement et les passifs courants hors trésorerie composés essentiellement par les dettes courantes. Donc, pour pouvoir diminuer mon besoin en fonds de roulement, soit je diminue mon actif courant hors trésorerie, soit j'augmente mon passif courant hors trésorerie. Donc, si je veux diminuer mon actif courant hors trésorerie, je dois diminuer la valeur de mes stocks, par exemple. Comment je peux diminuer la valeur de mes stocks? En achetant en plus petite quantité. Et pour acheter en plus petite quantité, je dois augmenter la rotation des stocks. Ou bien sûr, je peux jouer sur la créance client en essayant de diminuer mes créances clients, accorder des escomptes de règlement, diminuer le délai de règlement ou de recouvrement des créances. Ou bien sûr, je peux augmenter mes passifs courants, acheter, si vous voulez, avoir des délais de règlement plus lointains. Donc là, on va augmenter les délais crédit fournisseur. Donc on essaie d'augmenter notre trésorerie nette en cherchant la solution la plus adéquate pour l'entreprise. Donc là, on va essayer d'appliquer tout ce qu'on a vu. On va faire la suite de l'activité qu'on a déjà vue où on a établi notre bilan fonctionnel. Donc, à partir du bilan fonctionnel en grande masse, établi en première partie, étudier l'équilibre financier en mettant en évidence les variations et on va essayer de commenter les résultats.
Donc ça, c'est le bilan qu'on a établi tout à l'heure lorsqu'on a fait les reclassements du bilan comptable vers le bilan fonctionnel, les valeurs des 2 années, 2019 et 2018. Et on va commencer par notre fonds de roulement. Donc je rappelle que le fonds de roulement, c'est le total des ressources stables moins le total des emplois stables. Donc là, on a le total des ressources stables, le total des emplois stables pour l'année 2019. Donc on va faire 1 056 500 moins 573 000 dinars, ce qui va donner un fonds de roulement de 483 500 dinars pour l'année 2019. Donc pour l'année 2018, donc on aura 969 100 moins 608 000, ce qui va faire un total, plutôt un fonds de roulement de 361 100 dinars. Et pour calculer la variation, bien sûr, là on va calculer la variation en dinars, donc on va faire la valeur finale moins la valeur initiale, donc l'année 2019 moins l'année 2018, donc on aura 483 500 moins 361 100, donc on a une variation de 122 400 dinars, c'est-à-dire que notre fonds de roulement a augmenté de 122 400 par rapport à l'année 2018. Alors, on passe maintenant au calcul du besoin en fonds de roulement. Donc, le besoin en fonds de roulement, c'est l'actif courant hors trésorerie moins le passif courant hors trésorerie. Donc, un petit rappel sur le bilan fonctionnel condensé. Donc, on a les différentes valeurs. Donc, on va faire actif courant hors trésorerie de l'année 2019 plutôt, moins le passif courant de l'année 2019. Donc, on aura 388 100 moins 60 400. Donc, un besoin en fonds de roulement de 327 700 dinars. De la même manière, on va calculer le besoin en fonds de roulement de l'année 2018, ce qui va donner une valeur de 327 100 dinars. Ici aussi, on va faire la variation, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement de l'année 2019 moins le besoin en fonds de roulement de l'année 2018. Donc 327 100 moins 327 700 plutôt, moins 327 100, on aura une variation de 600 dinars. Donc là, le besoin en fonds de roulement a augmenté de 600 dinars en 2019 par rapport à 2018. Pour le calcul de la trésorerie nette, donc je vais essayer d'utiliser les deux méthodes. Là, vous devriez faire attention, tout dépendra bien sûr de la question posée. Si par exemple on vous demande de calculer la trésorerie nette à partir du bilan, donc dans un bilan, on ne trouve pas de fonds de roulement et de besoins en fonds de roulement, on trouve une trésorerie active et une trésorerie passive. Là, vous devriez utiliser la première formule. Il y a aussi une autre question. Parfois, on vous demande de calculer la trésorerie nette et dans une autre question, juste après, on vous demande d'établir la relation entre les trois indicateurs. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit d'utiliser la même formule 2 fois dans la même question. Donc, dans ce cas-là, il faut utiliser la première formule dans la question précédente et la deuxième formule dans la question suivante. Donc, ici, on va essayer de faire les deux calculs et bien sûr, pour vous, vous allez faire attention dans la lecture des questions. Donc, on a les données du bilan fonctionnel, donc on va faire trésorerie de l'actif, donc on aura 173 000 dinars moins 17 000 dinars trésorerie du passif, donc ce qui va donner une trésorerie nette de 155 800 dinars. De la même manière, on va calculer la trésorerie nette de l'année 2018, donc on va faire 42 000 moins 8 000, donc ça fera une trésorerie nette de 34 000 dinars. Donc on va faire la variation, 155 800 moins 34 000, ce qui va donner une variation de 121 800, c'est-à-dire que notre trésorerie nette a augmenté de 121 800 par rapport à l'année 2018. Donc on va aussi calculer notre trésorerie nette à partir du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement. Donc là, on va faire
483 000 moins 327 700, ce qui va donner la même trésorerie nette, 155 800. Et de la même manière, pour l'année 2018, donc on aura une trésorerie nette de 34 000 dinars et aussi on aura une variation de 121 800. Donc maintenant, on va essayer de récapituler et de faire l'analyse de l'équilibre financier. Donc vous avez là le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette des 2 années, 2019, 2018, et leur variation. Et on va essayer de commenter. Donc, premièrement, on regarde, bien sûr, notre fonds de roulement, il est positif pour les 2 années. Donc, l'entreprise a assuré une marge de sécurité. Donc, l'équilibre financier minimum a été préservé. Et on a remarqué aussi une augmentation du fonds de roulement. De la même manière, on a un besoin en fonds de roulement positif pour les 2 années. Donc, on a un besoin pour financer notre cycle d'exploitation et on a remarqué que notre besoin en fonds de roulement a augmenté légèrement. Et bien sûr, le fonds de roulement est supérieur au besoin en fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement a financé notre besoin en fonds de roulement et on a eu une trésorerie nette positive et ce pour les 2 années. Donc, on va récapituler tout ça dans ce paragraphe. Donc là, on a le fonds de roulement des 2 années est positif. Les emplois stables sont financés en totalité par les ressources stables. Donc, on a financé, c'est pour ça qu'on a un FDR ou plutôt un fonds de roulement positif. Donc, l'entreprise assure une marge de sécurité. Donc, notre équilibre financier minimum a été préservé. De la même manière, on a le besoin en fonds de roulement est positif pour les 2 années. Il a légèrement augmenté par rapport à 2018. Cette augmentation, 600 dinars, a été largement financée par l'augmentation du fonds de roulement, 122 000 dinars. Donc, elle a augmenté par rapport, donc il a largement augmenté par rapport à 2018 et cette augmentation est largement couverte par l'augmentation du fonds de roulement. Et enfin, notre trésorerie nette est positive pour les 2 années. Elle a augmenté par rapport à 2018 et cette augmentation, bien sûr, a été couverte par une augmentation du fonds de roulement plus vite que le besoin en fonds de roulement. Donc, notre trésorerie nette est positive, donc l'entreprise a assuré son équilibre financier global. Donc, le fonds de roulement a enregistré une augmentation de 122 400 dinars, plus élevée que l'augmentation du besoin en fonds de roulement, d'où bien sûr l'augmentation de la trésorerie nette. L'étude de cette variation sera faite dans une autre partie de cette section, lorsqu'on va voir par la suite le tableau de financement qui va expliquer les causes ou l'origine, si vous voulez, de ces variations. Donc, finalement, si on veut synthétiser tout ça sous forme de schéma, donc pour analyser l'équilibre financier, on a 3 indicateurs, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Donc, le fonds de roulement est égal aux ressources stables moins les emplois stables. Donc, si le fonds de roulement est positif, on va parler d'équilibre financier minimum. Si par contre notre fonds de roulement est négatif, on va parler de déséquilibre financier. Pour le besoin en fonds de roulement, donc c'est l'actif courant hors trésorerie moins le passif courant hors trésorerie. En général, on a un besoin en fonds de roulement positif, c'est-à-dire un besoin. Par contre, si par exemple on a un besoin en fonds de roulement négatif, c'est très rare, mais c'est possible. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de besoin, on a plutôt un dégagement en fonds de roulement. Mais en général, on a un besoin en fonds de roulement positif. Dans ce cas-là, on dit que l'entreprise a un besoin de financement de son cycle d'exploitation. Et enfin, notre trésorerie nette, qui est égale à la trésorerie de l'actif moins la trésorerie du passif, ou bien au fonds de roulement, moins besoin en fonds de roulement, ce qu'on appelle l'équation de l'équilibre financier. Et dans ce cas-là, si on a une trésorerie nette positive, c'est-à-dire que le fonds de roulement a financé la totalité du besoin en fonds de roulement, on va parler d'équilibre financier global.
Par contre, si notre trésorerie nette est négative, c'est-à-dire que le fonds de roulement n'a pas financé la totalité du besoin en fonds de roulement, dans ce cas-là, l'équilibre financier global n'est pas respecté. Là, l'entreprise devra chercher des solutions pour améliorer sa trésorerie. Il faut aussi rappeler qu'avoir une trésorerie nette positive très importante, c'est aussi une mauvaise gestion. Donc l'entreprise doit aussi chercher à placer cet excédent pour fructifier cet argent inemployé. Voilà, maintenant notre cours s'achève. On va voir la séance prochaine comment on va analyser la situation financière à partir des ratios. Donc en attendant, au revoir et merci.